à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour ouvrir ces 2 jours passionnants qui vont nous parler d'un sujet passionnant qui est celui de la mode virtuelle. Alors justement, je vais juste, heu, placer mon PowerPoint. Très bien, j'espère que tout le monde voit bien ce qui est à l'écran. Alors donc, je vais tenter de répondre à la question de savoir si s'habiller virtuellement est le futur de la mode. Mais pour tenter de répondre à cette question, je vais faire, je suis la première, une espèce d'exploration de cette, tendance, une tendance, virtuelle, mais pourtant, très, très réelle, vous allez le voir. Alors on va commencer par une mise en perspective. Nous habitons, dans un monde en 3 dimensions, en fait. Nous avons notre chère planète Terre sur lequel nous habitons, un monde physique bien concret. Nous avons le monde en ligne, bien sûr, sur lequel nous passons un peu de temps, même peut-être parfois trop de temps. Et puis les mondes virtuels, les mondes immersif qu'on appelle la métaverse. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas trop insister sur ce thème. Moi, je vais parler d'univers virtuel, mais vous allez avoir un talk juste après qui va tout vous expliquer sur la métaverse. Donc, moi, je vais parler d'univers virtuel, de gaming, mais en tous les cas, c'est ça les 3 dimensions de notre monde aujourd'hui. Et en termes de mode, voilà ce que ça donne. Ça donne une mode très physique, une mode papier glacé qu'on regarde dans les journaux, qu'on peut toucher, une mode en chair et en os avec des gens qui défilent, des messieurs et des madames qu'on peut voir en vrai, des tissus qu'on peut toucher également. Ça, c'est la mode du physique. Ensuite, on a la mode en ligne. Alors, la mode en ligne, c'est vraiment la mode des réseaux sociaux. Hein. Vous savez, l'histoire d'amour dingue entre les réseaux sociaux, Instagram surtout, et la mode. Et puis, c'est aussi les sites de e-commerce et le live shopping récemment qui fait des émules. Et puis enfin, on en arrive à notre monde, à ce dont on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire cette fameuse mode virtuelle, mode dématérialisée, celle qui fait partie des univers virtuels, celle qui ne produit pas de vêtements, où les vêtements n'existent pas vraiment, mais où on les porte sur nos photos pour les publier sur les réseaux sociaux, où on les fait porter à nos avatars dans les mondes virtuels. Alors, comment on en est arrivé là? C'est une histoire de convergence, en fait. Au départ, la genèse de tout ça, je pense quand même que c'est les jeux vidéo, d'accord? C'est-à-dire, c'est eux qui ont créé les premiers univers virtuels où il a fallu évoluer avec des skins, des avatars, on en parlera tout à l'heure. Et donc, tout est parti de là. Et surtout, ces dernières années, on va le voir, ces dernières années, ces jeux ont évolué en des choses beaucoup plus que uniquement des jeux, mais des vraies plateformes de socialisation. Ensuite, il y a la culture surtout celle de la Gen Z, puisque ce sont celles qui, enfin, la génération digitale native, celle qui est née avec l'Internet, qui passe énormément de temps sur son écran et qui donc vit avec son double digital, son identité numérique en permanence et a créé comme ça une relation double entre moi et mon double numérique. Pardon. Après, il y a bien évidemment le fait que la technologie a fait d'énormes progrès, comme d'habitude, bien sûr, mais aujourd'hui, on a énormément de logiciels 3D très accessibles et très faciles à manipuler. On a du stockage de données dans le cloud sans limite ou presque. On a la réalité augmentée. Bref, on a beaucoup de technologies qui ont concouru, elles aussi, à l'avènement de notre mode virtuel. Malheureusement, on a, comme vous le savez, les problèmes de pollution de l'industrie textile. Ça, c'est vraiment un grave problème. Et les acteurs de la mode ont vraiment pris conscience et essayent de trouver des solutions. La mode virtuelle en fait partie, on le verra tout à l'heure, pour essayer justement d'endiguer ce problème planétaire. La pandémie, bien sûr, la pandémie. Alors, la pandémie, on peut en dire plein de choses, mais en tous les cas, elle a été vraiment… Alors, la mode virtuelle, la mode dématérialisée existait avant la pandémie, hein, mais la pandémie, ça l'a vraiment propulsée. Voilà, il faut voir ça comme ça a été un propulseur de la mode virtuelle. Et puis, la blockchain qui permet des transactions sécurisées sur Internet et surtout
ce qui a été bien développé aussi pendant la pandémie, tout l'univers des crypto-monnaies et du NFT qui permet aujourd'hui d'acheter des objets numériques, des objets immatériels, mais de façon totalement sécurisée et authentifiée. Je sais que vous en parlerez aussi dans la journée, on fera un petit focus dessus tout à l'heure. Tout ça, c'est des concepts que vous allez voir tout au long de ces 2 jours de toute façon. Alors, quand je vous parlais de l'essence, de la genèse de la mode virtuelle dans les jeux vidéo, je voudrais juste vous montrer qu'aujourd'hui, les jeux vidéo, quand on parle du monde du gaming, il faut aller au-delà de simplement je dégomme des gens pour les tuer ou je fais des quêtes de je ne sais quoi. Il s'y passe plein de choses, il s'y passe des concerts, il s'y passe de la socialisation, il y a des musées, il y a des émissions de télé maintenant qui sont déportées dans les mondes virtuels. Il y a énormément de choses et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que aujourd'hui, alors le chiffre de 3 milliards de joueurs dans le monde, c'est le dernier chiffre paru. Il faut savoir que quand on parle de 3 milliards de joueurs dans le monde, on fait référence à toutes sortes de jeux, style aussi Candy Crush, qui n'est pas vraiment ce dont je parle ici. Moi, je parle d'univers immersif, dans des jeux immersifs, d'accord les Candy Crush, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais en tous les cas, parmi les gens qui fréquentent donc, ces jeux immersifs, 60%, ils vont pour autre chose que pour jouer. Et le chiffre qui nous intéresse plus particulièrement, vous le voyez, c'est que 17%, ils vont pour faire du shopping. C'est pour ça qu'on ne peut pas décorréler le monde, les univers gaming et ou univers virtuels de la mode aujourd'hui. Et puis, pour se rendre dans ces univers virtuels, eh bien, on a besoin d'un avatar. On a besoin d'un avatar, ce qui est un sujet que vous aborderez aussi plus tard dans la journée, un sujet palpitant. Vraiment, c'est quelque chose qui est à prendre en compte parce qu'on va de plus en plus vivre, et vous le verrez, dans ces mondes parallèles, et l'avatar devient une véritable projection de soi-même, quelque chose qui est notre double numérique, on peut choisir de faire complètement imaginaire ou que ce soit l'exacte réplique de soi-même. En tous les cas, de toute façon, cet avatar, il faut l'habiller. Et ça, les marques l'ont compris. Les marques de mode l'ont compris parce que, évidemment, tout de suite, on parle dans les univers virtuels de skins, c'est-à-dire ces accessoires et ces vêtements dont on se pare pour jouer justement. Et donc, la relation entre la mode et les univers virtuels a commencé comme ça, c'est-à-dire que les marques de mode, ont commencé à créer des accessoires pour habiller les avatars. Je crois que le déclencheur, le moment où tout a basculé, c'est le jour où ce sac Gucci virtuel, a été vendu plus cher en ligne sur le jeu Roblox que son vrai prix dans la vraie boutique Gucci. Donc ça a été vraiment le déclencheur de cette fusion entre, oula, il se passe quelque chose entre le virtuel et la mode, les univers virtuels et la mode. Et puis la pandémie. Alors la pandémie, vraiment un truc très compliqué pour la mode parce que on n'achète plus de vêtements. On n'achète plus de vêtements puisqu'on n'a plus à les montrer, on ne va plus au travail, on ne va plus à l'école, on ne va plus nulle part, donc on n'a plus à se montrer, donc on n'achète plus de vêtements. Les marques ne vendent plus. Donc de là, est née l'idée, a germé l'idée d'aller à la rencontre de ces jeunes, justement, de cette génération Z, qui passait encore plus de temps sur les réseaux sociaux, dans les univers virtuels du fait de la pandémie. Donc, on commençait à se créer des virtual shopping, beaucoup de virtual shopping, et beaucoup de marques ont ouvert des magasins sur différentes plateformes et les avatars ont commencé à pouvoir s'habiller en Louis Vuitton et autres grandes marques en ligne virtuellement. Je crois que le plus bel exemple de la relation entre le jeu vidéo et la mode virtuelle, c'est l'avant-dernier défilé de Balenciaga qui a littéralement repris les codes
du jeu vidéo pour en faire son défilé, c'est-à-dire que pour accéder aux pièces de la collection, on avait véritablement un parcours comme si on était dans un jeu vidéo avec les mêmes codes. Vous verrez à la fin, il y avait aussi des quêtes et des parcours à accomplir. Évidemment, on se rend bien compte que là, les marques de mode vont sur le terrain, vont chercher leurs jeunes clients, leurs jeunes futurs clients, mais qu'ils adoptent les codes de la mode, les codes du virtuel, parce que la tendance va évidemment, vous voyez, je vous disais, hein, c'est pas tout rigolo non plus, parce que la tendance de la mode va dans le virtuel. Alors, je voulais m'arrêter là au départ, sur ce mélange monde virtuel et mode. Et puis, il se passe toujours quelque chose. Tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Donc, regardez, le 23 novembre, c'était il n'y a pas très longtemps, le 23 novembre, un investisseur a acheté pour 2,4 millions d'euros de terrain virtuel dans la plateforme Metaverse Decentraland. Decentraland, c'est une plateforme où on peut acheter des terrains virtuels, des bouts de pixels en fait, il faut savoir ça, des bouts de pixels qui coûtent donc très cher. Il y a plusieurs boutiques qui ont pignon sur rue. Il y a Sauce qui avait sa galerie. Enfin, c'est un endroit assez fréquenté par les marques, mais il y a un endroit qui s'appelle Fashion Street, d'accord, où cet investisseur a décidé d'investir parce que, je le cite, il est persuadé que l'avenir numérique, l'avenir de la mode est dans les univers numériques. Voilà, et je le cite. Donc ça, c'était un déclencheur très important, quelque chose qui marque vraiment le lien entre le virtuel et la mode. Et puis, je suis désolée, mais celui-ci aussi, je l'ai rajouté dernière limite parce que ça vient de se passer, c'était la semaine dernière, et je pense que c'est vraiment très symbolique de ce qui est en train de se passer. Au British Fashion Council, cette année, au prix de la mode, a été ajoutée une nouvelle catégorie, la catégorie du design métaverse, du metaverse design, c'est-à-dire que c'est une catégorie qui récompense les créateurs de vêtements pour Avatar dans le jeu Roblox. D'accord, le jeu Roblox, c'est un jeu qui est très, très connu chez les jeunes. Donc là, on voit bien l'idée, évidemment, d'aller chercher les jeunes là où ils sont pour les marques. Mais ce qui est intéressant, c'est c'est carrément, attendez, je ne vous ai pas dit, c'est carrément le directeur artistique de Gucci qui l'a remis. Non, excusez-moi. L'avatar du directeur artistique de Gucci, un symbole, qui a remis ce prix à des nouveaux créateurs de vêtements pour Avatar. Donc, j'en arrête là avec le gaming et les univers virtuels, mais c'est intéressant de mettre ça en perspective pour comprendre les choses. Je termine donc par cette phrase magique qui, à mon avis, résume tout à fait ce qui est en train de se passer. Screenwear is the new streetwear. Exactement. La mode de la rue est en train de se répliquer à l'écran, sur l'écran, dans l'écran, comme vous voulez. Et donc, on assiste aujourd'hui à une duplication de la mode virtuelle, enfin, la mode en mode virtuel sur les plateformes et les univers virtuels. Alors, je ne pouvais pas parler de mode virtuel sans faire un petit clin d'œil à nos pionnières, à mon avis, de la mode virtuelle et des univers virtuels qui sont les influenceurs et influenceuses virtuelles. Je ne vais pas en parler beaucoup, mais c'est une tendance qui nous a quand même introduit cette idée de mode virtuel. C'est un peu les précurseuses, les premières habitantes de la métaverse pour moi, ou habitants, je sais qu'il y a aussi des avatars hommes, et c'est par elles qu'on a commencé à comprendre qu'on pouvait se poser des questions sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel. Enfin, j'en arrive aux choses un peu moins rigolotes, qui sont évidemment les problèmes, ce fléau de la mode et de la fast fashion sur notre planète, d'accord, qui sont de plus en plus inquiétants et de plus en plus préoccupants, et qui ne vont pas en s'arrangeant parce que les réseaux sociaux jouent un jeu terrible dans cette façon cette boulimie, je dirais, d'acheter des vêtements pour se prendre en photo. On ne peut pas se prendre en photo 2 fois avec le même vêtement, ça ne se fait pas. On achète, on jette. On achète du Made in China partout, on fait des transports. Enfin, bon, bref, tout ça est assez terrible.
vous êtes tous conscients du problème, ce n'est pas le sujet trop dans mon intervention aujourd'hui, mais c'est un sujet très, très important. Sauf que ces réseaux sociaux qui donnent lieu à donc ce problème ont aussi trouvé sont aussi la source de la solution à ce problème, d'une des solutions à ce problème. Au départ, il y a eu les filtres. Vous vous souvenez des filtres Snapchat où on se mettait des oreilles de lapin, etc., etc. Donc, on s'augmentait, d'accord, avec des artifices. Et puis ensuite, on a commencé à faire des essayages virtuels, d'accord, où on a pu essayer des lunettes de soleil, des chaussures, des sacs, etc. Et de cette idée, de ce concept, est arrivé le concept des filtres augmentés, des vêtements en filtre augmenté, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est des vêtements qui n'existent pas vraiment, qui sont faits totalement digitalement, mais qui peuvent s'ajouter sur votre photo. C'est très simple. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience, mais c'est génial. Vous envoyez une photo donc, en tenue assez légère, et puis vous choisissez votre modèle, on en reparlera tout à l'heure, et on vous renvoie la photo avec votre tenue. Donc ça a permis évidemment, une création, une nouvelle création, un nouveau champ du possible, incroyable pour les créateurs, puisque, comme le disait Annick, sans limite, sans contrainte physique, rien, le champ des possibles est incroyable, surtout que on le sait qu'aujourd'hui, la création, la mode a besoin d'un second souffle. Et là, elle a trouvé véritablement son second souffle en faisant fi un peu du côté un peu carcan et conventionnel de la mode comme on la connaît. Je vous montre ces deux choses parce que c'est des choses qui me semblent absolument intéressantes, mais qui sont un peu le symbole de ce qui se passe en ce moment. The Fabricant qui fait des vêtements digitaux dématérialisés, mais qui ont l'air de vêtements, qui sont presque limite plus beaux que des vêtements, et qui ont la fluidité et l'aspect de la matière tout à fait similaire à un vêtement. Et donc, cette mode, évidemment, elle fait du bien à la planète. Pourquoi? Parce que pas de transport, évidemment, on ne transporte plus rien, pas de déchets, puisqu'on ne crée plus rien. On n'utilise pas d'eau, on n'utilise pas de tissu, on n'utilise pas des petits-enfants au bout du monde pour faire… ah non, ça, c'est pas dans les déchets, excusez-moi. Mais en tous les cas, bon, vous l'aurez compris, c'est très éco-friendly et c'est aussi tout à fait dans l'air du temps parce que c'est non-genré. Tout le monde peut s'habiller comme il veut sans savoir, sans aller dans le rayon homme ou femme. Vous n'avez qu'à choisir ce que vous voulez et absolument tout ce que vous voulez. Et en plus, vous n'avez pas de problème de taille parce que c'est vous, c'est la photo, c'est le vêtement qui s'adapte à vous et pas vous qui vous adaptez au 38. Et ça, c'est très, très pratique aussi. Alors, comment ça marche? Parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Moi, j'aime bien voir l'envers du décor. Comment ça marche? Alors, aujourd'hui, ça fourmille. La création est foisonnante parce que c'est pas que des gens qui viennent de la mode qui créent ces vêtements. C'est ça, je pense, c'est ce qui a fait que c'est aussi original et singulier. C'est que ça a été une collaboration entre des gens de la mode, des gens de la tech, surtout des concepteurs de jeux vidéo, des concepteurs d'effets spéciaux. Et toute cette collaboration a fait en sorte d'exploser des limites. Et j'aime bien ce qu'il y a écrit. Vous voyez, il n'y a plus de matériel, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de contraintes. On peut faire ce qu'on veut. Et on utilise des logiciels 3D pour créer des vêtements, pour créer des textures, pour créer des choses sans contrainte aucune. Et ça a ouvert des nouveaux espaces, non seulement en termes de création, mais en termes d'accessibilité à la création. Parce que vous savez que le milieu de la mode est un milieu assez compliqué, assez fermé. Et donc là, aujourd'hui, on peut accéder et on peut vendre ses produits en ligne grâce à la créateur économie et au fait que de plus en plus on puisse accéder à des plateformes comme Dressex ou d'autres, on en parlera tout à l'heure, qui donnent accès à des petits créateurs qui normalement n'auraient pas eu pignon sur rue. On peut aussi parler, si on continue sur le terme de l'éco-conçu,
C'est très pratique cette mode parce qu'on peut aussi créer des prototypes et des échantillons et proposer des vêtements et proposer aux gens de les essayer virtuellement sans avoir à créer des échantillons justement. De plus en plus de plateformes proposent des essayages, vous savez, en ligne, ou alors de créer soi-même ses vêtements. The Fabricant, maintenant, il laisse à disposition un studio pour que les gens puissent éventuellement se fabriquer, selon leur imagination, leurs propres vêtements. Et Dressex a sorti récemment une application, enfin récemment, il y a quelques mois, une application où vous pouvez carrément essayer les vêtements virtuels avant de les acheter, parce que c'est, après tout, c'est tout comme un vrai vêtement. Il faut savoir si ça vous va ou pas. Donc, vous pouvez essayer les vêtements virtuels. Alors, on parlait de création. Et c'est vrai que c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un second souffle à la mode, véritablement, avec des artistes de tous les pays du monde, des Français, des Hollandais, des Ukrainiens. Enfin, c'est un super mélange très, très cosmopolite, avec, je vous dis, des gens d'horizons très différents, des pattes différentes, des nouveaux modes d'expression, des nouveaux modes de fabrication et comment ça s'appelle, de vente, parce que bon, je ne peux pas rentrer dans les choses trop métaverses, mais aujourd'hui, on parle de choses de révolution du commerce, comme le direct ou avatar, qui fait qu'on fait fi de toute la supply chain, de tout plein de choses qui, au départ, étaient et sont des écueils à. Et aujourd'hui, on peut vendre directement, comme ça, de manière dématérialisée, sur des marketplaces totalement dématérialisés. Plus besoin de boutique du tout, du tout, du tout. Un peu de chiffres pour parler de l'adoption quand même de cette mode virtuelle. Dressex, dans un souci de… Parce que les acteurs de cette nouvelle mode virtuelle sont très, très préoccupés par les enjeux environnementaux. Donc, si vous allez sur leur site, vous avez toujours une rubrique qui explique bien comment ils font, quelle est leur consommation, parce qu'on le sait, le digital, ça consomme aussi, c'est pas toujours très bien, tout ce qui est techno, pardon, ça fait aussi du mal à la planète, on le sait. Mais ils publient vraiment très régulièrement leurs actions, etc., etc. Donc, dans le dernier rapport de sustainability de Dressex, dont j'ai issu ces chiffres, il est dit que parmi les gens qui ont acheté du virtuel en 1920, pardon, en 2020, 23% des consommateurs considèrent qu'acheter un vêtement virtuel, c'est aussi satisfaisant que d'acheter un vêtement physique. Donc ça, c'est déjà un bon signe pour l'industrie de la mode virtuelle, c'est-à-dire que l'acte d'achat est aussi satisfaisant. Alors, pour l'instant, on n'est qu'à 23%, mais à mon avis, ça va ne faire qu'augmenter. 38% des consommateurs le font dans une démarche responsable. Ça aussi, c'est un paramètre assez important. 15% l'ont acheté sur Instagram. Alors ça, c'est des chiffres de 2020, mais je persuadée que les chiffres ont augmenté depuis 2020. Et 54% sont prêts à recommencer. Ça, c'est intéressant parce que ça veut bien dire que le marché est là, potentiellement très intéressant. Et enfin, 38% pensent qu'ils placeront plus de modes virtuels, de produits virtuels dématérialisés dans leurs publications. Et là, je dois dire, la planète les en remercie. Autre petit focus intéressant, ce petit sondage effectué auprès de la génération Z pour savoir quel genre de vêtements ils aimeraient acheter en ligne, virtuellement, pardon, excusez-moi. Quel genre de vêtements virtuels ils aimeraient acheter. Vous voyez, moi, ce qui m'a intéressé sur cette slide, c'est le fait que oui, il y a 24% des jeunes Z, de la génération Z, qui achèteraient des vêtements fantasques, surréels, mais il y a quand même 20% des gens qui achèteraient des vêtements casual, c'est-à-dire des vêtements de tous les jours. Donc, le potentiel pour cette mode virtuelle, il est bien là, il existe bien, il est réel, concret. Et puis, évidemment, qui dit mode virtuelle, dit nouveau format de Fashion Week. Et là, je pense qu'on est aux prémices de ce qui va se passer. L'année dernière, on a vu des choses un petit peu innovantes, mais ce qui va se passer, ce qui arrive là, justement, dans les univers virtuels avec… Imaginez qu'aujourd'hui, on fait contrainte, un défilé
en avatar, il fait fi, pardon, de toutes les contraintes. Regardez, elle marche sur l'eau, elle peut aller se balader. Enfin, tout va être complètement réimaginé, réinventé. Et ça ne peut que faire du bien à la mode, bien sûr. Hop là. Et on en arrive aux NFT parce que je ne peux pas parler de mode virtuel sans les NFT. Les NFT qui sont ces jetons non fongibles, c'est-à-dire que ça vous permet de sécuriser vos achats numériques, vos achats d'objets numériques sur Internet. Regardez, de sécuriser et d'authentifier, c'est-à-dire que vous avez la preuve d'achat, ça vous appartient, même si c'est virtuel, vous avez une preuve d'achat bien concrète que vous avez acheté un objet virtuel. Dans le cas des baskets Gucci, c'est un exemple assez intéressant. Et Gucci a vendu sous forme de NFT des baskets virtuelles à 12,99 € il y a un an et quelques. Et ça a vraiment cartonné. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas uniquement le fait que les gens aient acheté les baskets virtuelles, c'est qu'ensuite, on se les revendait puisqu'elles étaient en forme de NFT et que le NFT permet de revendre. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez acheté un sac à main virtuel. Il n'y a pas de raison pour que vous ne vous en lassiez pas de la même façon qu'on se lasse d'un sac à main dans la vraie vie, d'accord? Eh bien, grâce au NFT, vous pouvez donner une seconde vie virtuelle à votre objet virtuel. Et ça, c'est très pratique. Je pense que d'ailleurs, ce n'est pas uniquement pratique, c'est une des choses qui va favoriser l'accessibilité à la mode virtuelle et le fait que ça va devenir de plus en plus mainstream. Justement, j'en arrive et j'en reviens et je reboucle avec la question qu'on m'avait posée, qu'on se pose tous, c'est qui est de savoir si cette mode virtuelle, enfin, si nous allons nous habiller virtuellement et si la mode virtuelle va s'imposer. Personnellement, je dis oui parce que cette mode, elle va pas remplacer, elle va augmenter, elle offre une troisième nouvelle dimension à la mode. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est que on est en train de vivre là une nouvelle dimension, exactement comme je vous ai parlé de la 3D, du monde virtuel. La mode virtuelle, c'est la troisième dimension de notre planète. On peut continuer à s'acheter des vêtements dans la vraie vie et on va continuer à s'acheter des vêtements dans la vraie vie. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Peut-être un petit peu moins si on veut quand même penser à la planète, ça serait bien. Mais on peut également totalement avoir envie de se représenter sur les réseaux sociaux de différentes façons sans avoir à justement faire du mal à la planète ou dépenser trop d'argent. Enfin, je dis ça, mais cette robe-là que vous voyez sur ce post Instagram, qui est une robe de The Fabricant, elle a été vendue 9 300 €, donc dollars. Donc, il y a de la mode pas chère en digital, mais il y a de la mode très chère, évidemment, comme partout. Mais en tous les cas, on peut avoir envie d'acheter des pièces qu'on va porter qu'une fois comme ça pour une photo, qui sont des pièces totalement digitalisées, mais qui existent en vrai pour moi, puisque aujourd'hui, j'existe pratiquement plus par mes photos Instagram que dans la vraie vie. Et puis, je peux également avoir envie d'avoir dans la vraie vie ma doudoune Moncler, que j'adore, et de pouvoir la racheter en ligne pour aller jouer, pour habiller mon avatar et aller jouer dans les mondes virtuels avec exactement la réplique virtuelle d'un objet de mode physique. Donc, c'est ça qui est en train de se passer, c'est une augmentation, une troisième dimension de la mode, à la fois pour se projeter sur les réseaux sociaux, parce qu'il faut bien comprendre que cette mode, elle est uniquement à l'écran, d'accord, et une mode qui va dupliquer, une mode virtuelle qui va dupliquer la mode physique. Voilà, et moi je pense que vraiment, la vraie question qu'on va finir par se poser aujourd'hui, avec tout ce qui se passe entre les métaverses et tout ce qu'on va arriver, c'est la vraie question, mais at the end of the day, what is real? Écoutez, je vous propose d'échanger avec vous sur le sujet et peut-être que vous avez envie de répondre à vous-même à la question de savoir si vous avez envie de vous habiller virtuellement. Merci beaucoup, Nathalie, pour
cette présentation qui était hyper intéressante. J'ai appris Merci. énormément de choses, donc merci infiniment. J'ai vu que nous avions 2 questions, qui sont posées. La première, c'est de savoir, est-ce que les nouveaux créateurs dont on a parlé notamment, au moment de la remise des prix, Mmh. proviennent du monde de la mode ou d'autres domaines? Toujours, alors c'est vraiment toujours une fusion entre la mode et d'autres domaines, toujours. En fait, vous regardez, enfin, si vous analysez les choses, pourquoi elle a eu lieu cette mode, c'est parce que justement, il y a eu ces collaborations totalement hybrides entre des univers différents. Et en fait, ça ouvre les yeux quand on fait des patrons et qu'on fait de la mode avec du tissu, ben on fait ce qu'on fait. Et d'un seul coup, quand on rencontre des gens qui parlent de 3D, de virtuel, d'avatar, etc., d'effets spéciaux, eh bien, on a des créations qui donnent des choses aussi extraordinaires que ça. Mais c'est en général, c'est des collaborations, enfin, c'est même enfin, tout ce que moi je connais de ce milieu, c'est des collaborations avec les Artifact, qui est un grand acteur français. C'est un ancien des jeux vidéo, par exemple, qui fait des baskets, des super baskets, mais pas que, parce que je vous ai montré d'ailleurs ces doudounes aussi dans le PowerPoint. D'accord. Ouais, ce qui est intéressant aussi de voir, les domaines collaborer Ah, ensemble. c'est superbe. La 2e question, ça c'est sur les NFT et Mhm. du coup, je crois qu'il y en a même 2. La première qui est: comment se présente le placard virtuel de NFT? Ah oui, ah, ça, c'est une très, très bonne question. Oui, on parle de NFT Closet, en effet. Ben, je sais, en fait, alors là, vraiment, je sais que Teddy va en parler, il est là, je le vois. Teddy va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que finalement, on va finir par avoir un NFT Closet qui prendra moins de place que tout ce qu'on a dans le… Et je ne sais pas encore parce qu'on en est aux prémices, donc je ne peux pas répondre à cette question, mais je suis très, très impatiente de voir comment ça va se passer, ce NFT Closet, en effet. Oui, on va voir un petit peu, comment tout ça va évoluer. La 2e question sur les NFT, c'est sur quelle plateforme sont vendues ces pièces NFT? Alors, ça dépend de ce que le créateur décide, à quelle plateforme le créateur décide de s'affilier, mais en général, on peut être sur OpenSea ou sur… Ça dépend vraiment de… Alors ça, c'est un monde un peu différent. Un peu, c'est un nouveau monde, d'accord, avec des univers et des religions différentes, d'accord. Donc on peut être sur OpenSea, on peut être sur plein de choses, ça dépend de la crypto, ça dépend de plein de choses. Mais ce qu'il faut pour acheter un NFT, c'est avoir un wallet à la base, d'accord, et avoir oui, enfin un wallet. C'est pas si simple et c'est pas si accessible, mais une fois qu'on l'a fait une fois, c'est facile. D'accord. Je vois qu'il y a d'autres questions. Je vais peut-être en poser une dernière avant qu'on passe à la prochaine intervention. Donc toutes ces pistes sont très intéressantes, vont booster la créativité, ça on l'a vu. Mais la mode, c'est aussi le toucher, l'éveil des sens. Le client sera-t-il sensible à ne plus avoir la sensation de toucher, à ressentir la matière, d'après vous? Alors, je réponds toujours la même chose, rien ne remplace rien, d'accord? C'est-à-dire qu'on va aller dans les mondes virtuels, on aura des lunettes, on fera des réunions en collaboration, mais on aimera toujours aller au restaurant, voir ses copains et leur faire la bise. Et donc, je pense que ça s'adresse à… Bon, alors, déjà, ça s'adresse à une autre génération, d'accord, qui a grandi dans justement la 2D, enfin, le côté un peu dématérialisé des choses. Donc, déjà, ça s'adresse à une autre génération avec d'autres set of mind. Et en plus, je pense que justement, ça sacralisera d'autant plus l'acte d'achat d'un vrai vêtement. J'espère que le vêtement reprendra sa place sacrée d'avoir envie d'acheter un vêtement parce que celui-ci, on va le garder, on va le porter, alors que l'autre, on peut le jeter et on peut le porter qu'une fois sur la photo.